Je pense qu'il est temps de vous présenter officiellement le cyclidé qui, selon moi, est le plus adapté aux débutants et je pense, sans être biaisé, que c'est le meilleur. J'ai nommé le Pelmato ou plus précisément le Pelvicacromis Pulcher. Alors pourquoi je pense que c'est le meilleur cyclidé pour les débutants? Donc vous avez probablement vu ma vidéo sur les cyclidés nains et l'erreur fatale des débutants puisque j'ai l'impression que c'est une vidéo qui attire beaucoup de personnes. Et dans cette vidéo justement j'ai parlé un petit peu des Pelmato et j'ai dit que pour moi ils étaient vraiment très adaptés aux débutants. Mais là j'ai envie de dire que c'est le meilleur pour les débutants, le meilleur cyclidé nain. Tout simplement parce que donc personnellement j'ai testé pas mal de cyclidés nains amazoniens. C'est des cyclidés qui sont assez répandus finalement, même en animalerie et tout, on peut les trouver facilement. Donc c'est des cyclidés vers lesquels les débutants se tournent très souvent. On va dire que c'est les plus connus, donc tout ce qui est Ramirezi, Apistogramma et tout. Et en tout cas, les souches qu'on trouve dans le commerce, je trouve, ne sont vraiment pas folles. C'est des poissons qui sont très peu robustes, même en les mettant dans un grand litrage, même en les mettant avec de l'eau osmosée, parfaitement adaptée à leurs paramètres et tout. Moi, j'ai remarqué qu'avec le temps, ils peuvent développer des maladies où il y a donc les mêmes problématiques que j'ai expliquées dans la vidéo en question sur les poursuites en fait entre les congénères qui leur génèrent du stress. Le stress génère à son tour des maladies et ensuite éventuellement le décès. Et chez le Pelmato, c'est un poisson qui est extrêmement robuste, vraiment extrêmement robuste. Donc comme vous avez pu le voir dans tous les vlogs sur les Pelmato que j'ai fait, ils sont tous dans la playlist Poisson Vlog si ça vous intéresse, j'ai beaucoup de Pelmato qui sont tous issus à la base d'un seul couple que j'ai acheté. J'ai acheté un couple, mâle-femelle, ils étaient jeunes, je pense qu'ils devaient avoir 8 mois, donc ils n'étaient pas encore prêts à se reproduire et je les ai mis dans mon 350 litres et ils ont mis du temps avant de s'apprivoiser, avant du coup de faire leur première ponte. La première ponte de ce couple-là d'ailleurs que j'ai documenté sur une de mes premières vidéos sur les Pelmato, je vous la mets dans le i. Et à partir de là, du coup, j'ai eu plein de bébés. Les bébés se sont ensuite reproduits entre eux et ils m'ont fait plein de générations de Pelmato qui ont tous grandi jusqu'à l'âge adulte et je n'ai eu aucun décès. Alors, je n'ai eu aucun décès de tous les descendants. Par contre, mon couple d'origine a fini par décéder. Alors, la femelle beaucoup plus tôt que le mâle. Ça faisait au moins 8 mois, un truc comme ça, que je l'avais, elle est décédée. Et le mâle, il est décédé 2 ans après l'achat. Donc, il devait avoir environ 3 ans, quelque chose comme ça. Et les deux sont décédés. Par contre, de tous leurs enfants qui sont maintenant adultes, je n'ai eu aucun décès. Donc, ça témoigne en fait de la robustesse de ce poisson. Pourtant, je leur ai fait vivre des déménagements, des changements d'aqua, même de la surpopulation justement dans le cadre d'un déménagement. J'étais obligée d'avoir mes poissons en surpopulation pendant un moment, le temps de les remettre dans leur nouvel aqua et tout. Eux, ça leur a fait ni chaud ni froid, genre vraiment ils ne stressent pas. Il y a rien qui les stresse, genre vraiment rien du tout. Et souvent, de mon expérience, le stress, c'est le poison en fait, c'est un poison chez les poissons parce que le stress va leur faire développer des maladies qui peuvent entraîner le décès. Et les autres cyclidés nains, notamment tous les cyclidés nains amazoniens, je trouve stressent très facilement. Le moindre changement dans l'environnement, ça les fait stresser, tout ça. Déménager, n'en parlons même pas, les déménagements, c'est hyper stressant pour eux. Les Pelmato, ils sont vraiment bien dans leur tête et ils sont très stables émotionnellement, parce que oui, c'est important, les poissons ont des émotions, ce n'est pas être anthropomorphiste que de dire que les poissons ont des émotions, ça se voit, ils ont la peur, je sais pas s'ils ont la joie ou quoi, mais en tout cas, ils ont la peur, ils ont la curiosité, ils ont le stress, ils ont toutes ces nuances-là en fait d'état qui sont importantes à prendre en compte, et donc à ce niveau-là, les Pelmato sont hyper robustes. Du coup, même les Pelmato que vous achetez dans le commerce, d'expérience, je trouve qu'ils tiennent beaucoup plus longtemps que les souches amazoniennes. Mais c'est vraiment une catastrophe, les souches qu'il y a dans le commerce, dans les animaleries et tout. Parce que là, c'est un exemple, les Pelmato qui sont extrêmement robustes. J'ai quand même réussi à perdre le couple d'origine qui justement a été élevé ailleurs. Et tous les petits qui sont nés chez moi, ils n'ont jamais eu de problème en fait. Aucune maladie, aucun décès. Alors que je les ai fait changer de paramètres. Et du coup, on va en venir aux paramètres. Ils sont beaucoup plus tolérants, du coup, les Pelmato, sur les paramètres. C'est-à-dire que, contrairement aux cyclidés nains amazoniens où il faut forcément une eau très douce avec un pH acide, eh bien, les Pelmato, ils apprécient cette eau-là, donc vous pouvez les mettre dans un biotope en fait de type amazonien, c'est-à-dire eau douce avec pH acide, ça va leur plaire, mais ils peuvent accepter une dureté un peu plus élevée, donc qui se rapproche de 10 degrés GH, en fait si vous voulez. Ils n'ont pas besoin d'une eau douce stricte. J'ai essayé les deux configurations, j'ai essayé l'eau douce, vraiment très douce pour le biotope amazonien, j'ai eu aucun problème, et j'ai essayé une eau un peu plus dure aux alentours de 10 de GH justement pour intégrer des guppies, c'est comme ça d'ailleurs que j'ai fait la vidéo avec les vivipares, parce que les vivipares ont
besoin d'une eau plus dure que le biotope amazonien. Et donc, ça marchait aussi. Je n'ai eu aucun problème de santé, quoi que ce soit. Et ils me ont même fait des pontes, mais ils m'ont fait des pontes, mais dans tous les sens, là. Je vous mettrai les miniatures, là, c'était une cata. Et c'est une cata dans le sens où il y a trop de bébés, je sais pas quoi en faire. Et c'était dans une eau légèrement dure, du coup. On va en profiter pour passer au sujet des bébés. Le gros point noir... Alors, pour certains, ça va être un point très positif. Pour moi, personnellement, c'est devenu un point noir. C'est qu'ils se reproduisent, mais encore plus que des guppies. Genre vraiment, c'est le boss final de la surpopulation par reproduction, en fait. C'est-à-dire que... Alors, les pelmatos mettent beaucoup de temps à atteindre la maturité sexuelle, en fait. Il me semble que c'est vraiment aux alentours de 1 an. Puisque du coup, le couple d'origine que j'ai acheté, ils étaient jeunes, ils devaient avoir quelques mois, ils devaient avoir 6 ou 7 mois. Ils n'ont pas pondu avant 1 an. Et tous les bébés que j'ai fait grandir chez moi, donc de la naissance jusqu'au 1 an, justement, jusqu'à après les 1 an, ils ont commencé à pondre à partir de 1 an. Donc ça veut dire que si vous achetez un couple dans le commerce, il va normalement avoir entre 6 et 9 mois. Donc il va falloir attendre plusieurs mois avant qu'ils se mettent à pondre. Par contre, dès que la machine est lancée, eh bien je pense que vous allez avoir une ponte par mois. Vous avez une ponte par mois, voire même 2 pontes par mois, genre une ponte toutes les 2 semaines. Moi, c'est à peu près ça qu'il me faut, hein, les pelmatos. Les pelmatos qui sont en couple depuis longtemps, qui sont en couple soudé, ça va être des machines à ponte. Hein. Vraiment, ils vont pondre non-stop. Et donc là, vous allez devoir gérer cette surpopulation, en fait. Parce que contrairement aux guppies, en fait, les guppies, pour éviter la surpopulation, le mieux, c'est de les mettre en aquarium communautaire, donc avec d'autres poissons, parce que les guppies ne défendent pas leurs petits. Donc à partir du moment où il y a d'autres poissons, ils vont les manger, les petits. Et vous n'aurez pas de surpopulation de guppies, ou de platies, ou de mollies, voilà, tous les vivipares. Dans le cadre des pelmatos, mais en fait, ils défendent super bien leurs bébés. Donc même si vous les avez en communautaire chargé, genre il y a vraiment beaucoup de poissons dans le litrage, il y aura des petits qui vont quand même survivre. Voilà. Donc c'est quelque chose à prendre en compte. C'est plus tard, bon, vous allez acheter votre couple, il va être jeune, mais plus tard, des mois, des années plus tard, vous allez à force avoir beaucoup de pontes. Puisque regardez, moi là, je sais pas combien j'ai de pelmatos, mais je dois en avoir une vingtaine de pelmatos adultes. Ils sont tous nés chez moi. Hein. Moi, à la base, j'ai acheté un couple il y a genre 4 ans. Et regardez tous les pelmatos adultes que j'ai maintenant. Et à la base, je n'ai eu qu'un couple. Hein. Donc c'est pour vous dire. Donc si vous voulez observer des pontes, observer des défenses de pontes, mais alors là, vous allez être servi. Ils vont vous en faire tout le temps, donc c'est passionnant. Mais en fait, voilà, dans mon cas, je m'en suis entre guillemets lassée parce que j'ai vu tellement de pontes de pelmatos qu'à force, je me suis dit, à chaque fois qu'ils pondent, je me dis, oh non, il va encore falloir que je gère des bébés, qu'est-ce que je vais en faire, est-ce que je les laisse grandir, est-ce que je les nourris, est-ce que machin et tout. Et je pense que je vous ferai une vidéo dédiée à comment gérer la surpopulation, que ce soit du coup chez les pelmatos ou chez les vivipares, comment gérer quand on a trop d'alevins et qu'on veut pas les garder plus tard. Voilà, parce que je vais pas en parler maintenant, sinon la vidéo va durer 10 000 ans. Donc, il y a ce point noir à vraiment garder en tête. Hein. Il faut que vous soyez prêts à gérer les futurs pontes, donc soit en ne gardant pas les petits, soit en gardant, en fait, en les laissant grandir, et une fois adultes, vous les revendez, vous les donnez à d'autres gens ou quoi, voilà. Sachant que, comme je l'ai dit, ils vont bien mettre 1 an à vraiment être adultes, donc ça veut dire que, ouais, jusqu'au 8-9 mois, vous pouvez les faire cohabiter avec les adultes dans un grand aquarium, hein, parce que si vous les faites cohabiter avec les parents dans un petit aqua, pour moi petit aqua c'est genre 100 litres, 120 litres, les parents risquent de chasser constamment les vieux bébés parce qu'ils en veulent plus en fait. Alors que dans un grand aqua, les petits bébés ils font leur vie. Genre dans mon 350 litres, j'ai des bébés qui ont 6 mois, qui font leur vie. Enfin voilà, il n'y a pas de souci. Du coup, je vais en profiter pour parler du litrage. Vous pouvez garder un couple dans 100 litres. Pour moi, 100 litres, c'est le minimum. Après, bien sûr, vous pouvez aller jusqu'à des litrages infinis. Hein, et dans des litrages beaucoup plus grands, genre là, par exemple, dans 350 litres, j'arrive à avoir plusieurs couples. Vu que je suis encore en train de décider, en fait, quels couples se sont formés, je pense qu'à terme, vous pouvez avoir, par exemple, dans 350 litres, vous pouvez avoir 2 couples. Hein. Ils auront chacun une moitié de l'aqua comme territoire. Ça, c'est possible. Après, dans des plus petits litrages, c'est pas possible. En dessous de 250 litres, je dirais, il faut qu'un couple, sinon ils vont constamment se castagner en fait. Hein. Je vais vous parler plus en détail du fonctionnement du couple chez le pelmato parce que moi je trouve ça passionnant et vu que je les ai observés pendant des années, je pense que je suis bien placée pour vous dire comment ça fonctionne. Et donc en fait, de ce que j'ai remarqué chez les pelmatos, ça va être la femelle qui va choisir son partenaire en fait. Quand elle va être prête à pondre notamment et quand elle va atteindre la maturité, elle va choisir un mâle. Ils vont potentiellement pondre. Si la ponte se passe bien, le couple va très certainement rester soudé à vie. Donc ils vont rester ensemble à vie, tout simplement. Même s'il y a d'autres pelmatos dans le lot,
ils vont s'en ficher totalement, ils vont rester ensemble. Donc pour les gens qui aiment bien ce côté couple monogame, du coup c'est un peu comme certains oiseaux sauvages qui forment un couple pour la vie. C'est une particularité des pelmatos, j'ai remarqué. Alors que côté cyclidés nains, j'ai plus eu l'impression que ça changeait de partenaire un peu comme ils veulent, mais à confirmer parce que j'ai eu moins longtemps des cyclidés nains amazoniens que des pelmatos. Par contre, ils sont vraiment pas difficiles pour former un couple. C'est-à-dire que si vous achetez un mâle et une femelle, ils vont forcément finir par pondre et former un couple. De ce que j'ai remarqué, vous pouvez les mettre au pif en fait. Ils vont finir par prendre en fait le seul choix qu'il y a. Ils vont pas être difficiles à ce niveau-là. Et de tous les couples que j'ai formés un peu au pif, ils se sont tous super bien entendus et ils ont tous super bien pondu. Vous aurez forcément des pontes et vous aurez forcément un couple si vous mettez un mâle et une femelle ensemble. Mais comme je l'ai dit, ça va prendre du temps parce que les pelmatos du commerce sont trop jeunes pour pondre en général et pour former des couples et tout. Donc ça viendra plus tard, mais une fois qu'ils auront commencé à pondre, ils seront ensemble pour la vie. Même si vous rajoutez d'autres pelmatos plus tard, mais je vois pas l'intérêt de rajouter des pelmatos. Si vous avez votre couple formé qui s'entend bien, voilà, il n'y a pas de problème. Donc si par exemple ils font des pontes, les petits deviennent adultes et ils sont avec les parents, normalement, il n'y a pas un des deux parents qui va aller se mettre en couple avec les petits. Voilà. Moi j'ai eu le cas du père qui après forme un couple avec l'une de ses filles parce que justement la femelle de base, c'est la toute première que j'ai achetée, est décédée. Donc quand le partenaire décède, par contre, ça c'est un point à savoir, il va trouver un autre partenaire. Donc si par exemple, pour une raison X ou Y, l'un de vos pelmatos décède, vous pouvez très bien rajouter un individu du même sexe que celui qui est décédé en fait pour reformer un couple. Normalement ça va marcher, ça va pas être instantané, il va falloir qu'ils s'apprivoisent en fait mutuellement, il peut y avoir des poursuites au début, il va pas accepter forcément l'intrus au début, mais au bout d'un moment il va y avoir les hormones qui les appellent, ils vont se mettre en couple et ils vont faire une ponte. Donc on va passer au volet cohabitation, avec qui les pelmatos peuvent cohabiter. Alors, moi, je les ai fait cohabiter avec plein de poissons différents. Sans respecter le biotope, puisqu'à la base, eux, leur biotope, c'est les rivières africaines. Donc, si vous voulez faire un biotope, il faut que vous trouviez des poissons qui sont compatibles avec rivières africaines. Sauf que dans le commerce, dans les poissons communs, il n'y a pas beaucoup de poissons de rivières africaines. C'est souvent uniquement les poissons qui proviennent des lacs, les lacs Malawi et tout. Hors de question de mettre les pelmatos là-dedans. C'est pas du tout le même milieu, c'est pas le même caractère, c'est pas les mêmes paramètres. C'est pas... Ils n'ont rien à voir, en fait, avec les poissons africains de lac, même s'ils viennent tous du continent africain, voilà. Et du coup, j'ai fait cohabiter avec des corydoras, avec toutes sortes de poissons de banc, les tétras, les nez rouges, les cardinalis, avec des gouramis aussi, avec d'autres cyclidés, des cyclidés nains amazoniens, justement, et tout se passe vraiment très bien, en fait. Les pelmatos, ils ont du caractère, c'est-à-dire qu'ils peuvent chasser les autres poissons, mais ils deviennent pas des fous du bus, en fait, dans le sens où ils ont en fait une bulle, en fait, autour d'eux, c'est leur espace personnel, si vous voulez. Et s'il y a un poisson qui vient les coller, en général, ils vont le chasser. En fait, ils vont lui donner un petit coup, en fait, pour le faire partir. Mais ils vont pas le mordre, en fait. Ils ont pas l'intention de blesser. Vous voyez ? Moi, c'est vraiment ce que je remarque, notamment au niveau des mâles. Les mâles sont plus caractériels que les femelles. Et s'il y a un poisson quelconque qui vient les coller, ils vont les pousser. Mais je dis bien pousser, je dis pas mordre ni chasser ou quoi, parce que c'est très doux en fait, juste, il le pousse en fait en mode casse-toi de mon espace quoi, c'est tout. Donc ça c'est pour quand ils sont en temps normal, c'est-à-dire quand ils sont pas en période de ponte. Donc là ils peuvent s'entendre avec tout le monde, comme je vous l'ai dit, avec les corydoras, avec les tétras, avec des gouramis, avec tout. Et même avec du coup les cyclidés nains américains, c'est-à-dire que les cyclidés nains amazoniens, c'est-à-dire que j'ai fait cohabiter pelmato avec ramirezi, avec Apistogramma cacachoides, et tout s'est bien passé. En fait, si vous voulez, on va reprendre du coup, pour expliquer pourquoi ça marche bien selon moi, si on va prendre l'anatomie du pelmato. Le pelmato, contrairement à un cyclidé nain amazonien, il a en fait la dorsale qui est très plate, qui est très courte à partir de la tête jusqu'à presque la queue. Et à partir de la queue, là, la dorsale, elle monte en fait en pointe. Alors que les cyclidés nains amazoniens, ils ont, pour la plupart en tout cas, ils ont une grande dorsale en fait dès le début, dès la tête. Et c'est même comme ça d'ailleurs qu'on remarque les mâles et les femelles. Souvent les mâles ont un début de dorsale qui est beaucoup plus grand que les femelles. Et donc ils utilisent beaucoup la dorsale pour communiquer. Donc ils la dressent en entier, donc dans toute sa splendeur quand ils sont justement énervés vis-à-vis d'un autre individu, de n'importe quel autre poisson en fait. Et ils paradent en fait face à face en ayant la dorsale très tendue. Et c'est là comme ça qu'ils signifient en fait les uns par rapport aux autres qu'ils sont en conflit. Vous voyez ? Les pelmatos, vu qu'ils n'ont pas une grande dorsale, même s'ils sont énervés, ils vont dresser la dorsale quand ils sont énervés, sauf que en fait par rapport à l'état de repos de la dorsale, elle va juste se relever de même pas 1 mm.
Et du coup, moi je pense que les cyclidés nains amazoniens ne prennent pas ça pour un conflit parce qu'ils voient pas de grande dorsale. Moi je le vois comme ça, hein, parce que je les ai vus interagir ensemble. Je crois que je les ai jamais vus être en face à face, mais vous savez, quand j'ai expliqué donc la bulle du pelmatos, il y a un cyclidé nain qui vient se coller à la bulle, donc le pelmato va dresser la dorsale, mais le cyclidé nain ne va pas réagir plus que ça parce qu'il voit pas la grande dorsale. Donc il ne se met pas en mode conflit. Vous voyez ? Du coup, j'ai eu aucun problème, moi personnellement, à faire cohabiter ces deux espèces. Bien sûr, il faut se faire ça dans un plus grand litrage parce qu'il faut quand même que chacun ait son territoire pour être tranquille, notamment s'ils veulent pondre. Donc voilà, moi je pense qu'il faudrait au moins avoir 200 litres pour faire cohabiter un couple de pelmato avec un couple d'un autre cyclidé nain. Voilà, mais pour moi, c'est totalement compatible. Vraiment, ils ne se calculent pas en fait. Ils ne se calculent pas. Ça va bien avec les gouramis, avec les cyclidés nains, avec les tétras, avec les corridoras, avec du coup je pense les culis, avec les autosynclus, avec tout en fait. Tout. Attention avec la cohabitation avec les escargots, puisque j'ai remarqué que les pelmatos aiment bien grailler des planorbes. Voilà, ils aiment bien, des fois, ils les voient se promener, les planorbes, ils se jettent dessus, ils le chopent, et il l'aspire, et il l'enlève de sa coquille, et voilà, il l'a mangé. Il l'a mangé. J'en ai vu plusieurs de mes pelmatos faire ça. Donc, ils peuvent vous réguler votre population de planorbes si vous en avez vraiment beaucoup. Je les ai jamais vus attaquer un Erythina, mais à surveiller quand même. Hein. Je les surveille par rapport au Erythina. Si un Erythina se retrouve sur le dos pendant longtemps, je sais pas. Hein. Je sais pas s'ils iraient pas l'attaquer. Voilà, bien sûr, c'est des énormes prédateurs des crevettes. Hein. Là, je pense que si vous mettez une crevette, elle va pas faire long feu dans l'aqua avec les pelmatos. Par contre, là va venir le point noir, c'est les pontes. Pendant les pontes, tous les cyclidés sont agressifs. Les pelmatos, ils sont pas forcément plus agressifs que d'autres cyclidés, mais ils sont très performants en fait. Ils surveillent étroitement leurs petits, et donc ils sont de très grands protecteurs, et donc ils vont chasser les poissons qui vont s'approcher. Donc là, pour moi, c'est primordial d'avoir un grand aquarium en fait, pour gérer une ponte. Moi, j'ai essayé les pontes dans plusieurs litrages, donc ponte dans 350 litres, ponte dans 100 litres. Et clairement, la ponte dans le 350 se passe sans aucun souci, c'est-à-dire que les poissons vont venir s'approcher, les pelmatos vont les chasser, mais les autres poissons, en fait, ils ont tout le reste de l'aquarium, en fait, pour aller se promener, et ils seront loin de la ponte. Alors que dans 100 litres, la promiscuité est quand même très importante, et là, c'est compliqué. Là c'est plus tendu. Hein. Les autres poissons que vous avez mis avec le couple vont se retrouver vraiment dans un petit coin de l'aquarium, et les pelmatos vont les chasser très souvent. Donc en fait, ça va stresser les deux, c'est-à-dire que ça va stresser le couple qui doit constamment chasser des individus qui viennent d'autres poissons en fait qui s'approchent, et les autres poissons se font chasser. Donc les deux sont en stress. J'ai vraiment remarqué que dans un 100 litres communautaire, mes pelmatos étaient beaucoup plus stressés que dans le 350. Parce que dans le 350, même si j'ai toujours eu mon 350 qui est chargé en poissons, eh bien, il y a assez de place pour que tous les poissons partent ailleurs. Et pendant un long moment, les pelmatos, ils peuvent se retrouver dans un coin de l'aqua, tranquille, où il n'y a personne qui vient, en fait, personne qui s'approche. J'aurais plutôt tendance à conseiller, plus de 200 litres pour un couple de pelmatos si vous voulez avoir un aquarium communautaire. Et là, peu importe le nombre de pontes qu'ils vont faire, ça devrait aller. Bien sûr, il faut bien planter l'aqua, mettre des cassures de territoire, des cassures des brises-vues en fait, pour pas que les pelmatos voient un poisson qui est derrière une plante, vous voyez, ça cache. C'est très important pour que ça se passe bien. Parce que du coup, comme je vous ai dit, les pelmatos en temps normal, ils peuvent cohabiter avec tout le monde. Sauf que, je vous ai dit précédemment, qu'ils pondent tout le temps. Donc au final, leur stade normal, où ils ne sont pas en période de ponte, vous allez l'avoir au tout début quand vous allez les acheter et qu'ils n'auront pas formé de couple et qu'ils ne pondront pas. Parce qu'à partir du moment où ils pondent et que la machine est lancée, ils vont quasiment tout le temps être en période de ponte en fait. Donc il va falloir prévoir la population de votre aqua en fonction de ce stade de ponte, parce qu'ils vont l'avoir tout le temps en fait, quasiment. Donc voilà, s'ils s'entendent bien, c'est un couple soudé, ils sont assez âgés, tout le temps ils vont être en ponte. Mais tout le temps. Vraiment, moi, je suis choquée. Je me dis, mais reposez-vous au bout d'un moment, là, les cocos, là. Après, pour ce qui est de la cohabitation entre pelmatos, ça, c'est important. Les pelmatos ne s'aiment pas trop. Je vous déconseille très fortement de faire cohabiter deux mâles ensemble. Moi, je l'ai fait parce qu'ils sont tous issus de la même ponte. Donc, ils se connaissent depuis qu'ils sont bébés. Je n'ai jamais essayé de mettre deux mâles qui ne se connaissent pas ensemble.
Je pense pas que ça se passe très bien, hein, honnêtement. Les femelles, par contre, cohabitent beaucoup mieux entre elles que les mâles, hein, forcément. Moi, je vous déconseille de faire un harem ou un trio ou quoi. Les pelmatos ne fonctionnent pas comme ça, hein. Les pelmatos, ils fonctionnent en couple strict, et à partir du moment où le couple est formé, toutes les autres femelles, ils s'en foutent, hein. Donc en fait, elles servent à rien. Dans le sens où normalement on fait un harem quand le mâle il est un peu trop entreprenant, et du coup pour pas qu'une femelle ait toutes les faveurs du mâle, en fait constamment il soit épuisé, fatigué, on met plusieurs femelles pour diluer un peu les avances du mâle, quoi, en gros, hein. C'est pour ça qu'on fait des harems. Mais pour les pelmatos ça sert à rien, parce que le mâle il choisira une femelle, les autres ils s'en foutent, hein. Donc ça sert à rien, vraiment ça sert à rien. Ça peut être intéressant si vous voulez qu'un couple se forme naturellement, que les individus se choisissent, mais comme je vous ai expliqué, contrairement à d'autres cyclidés, les pelmatos sont pas difficiles au niveau du choix du partenaire. S'ils sont ensemble, ils vont se choisir. Par contre, attention, quand vous allez introduire votre couple de pelmatos, il se peut qu'ils se pourchassent, hein, au début, fortement, parce que justement ils se sont pas encore choisis et que vous avez mis deux inconnus ensemble, en fait, si vous voulez. Donc il faut pas être étonné. Là-dessus, en fait, ils vont sûrement se chasser pendant longtemps. Moi, c'est ce qui est arrivé pour mon tout premier couple que j'avais acheté. Et là, du coup, je vous conseille d'avoir un aquarium, mais comme toujours, hein, pour tout type de poisson, hein, très planté, avec des cachettes, avec des brises-vues. Comme ça permettra de mieux passer cette période de poursuite. Et quand les hormones vont les appeler, ils vont se réunir, ne vous inquiétez pas. Et après, normalement, à partir du moment où ils s'unissent, ils ne vont plus jamais se chasser après, hein. Parce que ça, je sais plus si je l'avais expliqué dans ma vidéo des cyclidés nains, mais moi, j'avais eu le cas, du coup, d'un couple de Ramirezi qui, déjà, il a mis du temps à se former. Après, ils ont fait une ponte, la ponte a raté, et le mâle, il s'est mis à chasser la femelle, mais constamment. On dirait qu'il avait une dent contre elle, quoi. C'était horrible. Du coup, j'ai dû les séparer. Dans le cas des pelmatos, j'ai déjà eu des pelmatos qui ont eu des pontes ratées, et ça leur a fait ni chaud ni froid. Ils ont recommencé, en fait, 2 semaines plus tard. Je n'ai jamais vu un couple se poursuivre, en fait. Une fois que le couple est formé, je n'ai jamais vu de dispute, en fait. De dispute, un couple qui se casse, en fait, j'ai jamais eu ça. Une fois que le couple est formé, c'est bon, c'est dans la boîte. Ils s'entendront jusqu'à la fin de leur vie, en fait. Et donc ça, c'est super pratique, hein. Au niveau comportement, cohabitation, c'est très très pratique. Donc du coup, vous mettez un couple tout seul, ou comme je vous l'ai dit, vous mettez 2 couples dans un grand litrage. Vous pouvez mettre 2 couples. Vous n'avez pas besoin de mettre des harems, des trios et tout, ça sert à rien. Ça fera juste que augmenter un peu l'agressivité dans l'aqua. Les femelles, en fait, qui sont en trop dans le couple, elles vont juste les gêner. Parce que moi, je l'ai montré dans mes vlogs, hein, si vous voulez voir un peu tout ça, donc dans la playlist Poisson Vlog, hein, je le répète, eh bien, j'ai eu la configuration harem. Et les femelles, elles ont le feu aux fesses. J'ai déjà fait cohabiter un couple avec en plus quelques femelles pelmatos, justement parce que je voulais que le couple se choisisse. Ben, une fois que le couple s'est choisi, les autres femelles, ciao, hein. Parce que les autres femelles, elles avaient le feu aux fesses, hein. Donc elles venaient devant le mâle, elles vibraient et tout, elles se trémoussaient. Et le mâle, il s'en foutait, parce que le mâle, il avait une femelle. Donc il s'en fout, en fait. Il s'en fout des autres femelles. Du coup, ça sert à rien de les avoir dans l'aqua, hein. Vous aurez jamais un nouveau couple qui se forme à partir de ces femelles, à part si la femelle attitrée du mâle décède. Là, il va en choisir une autre. Du coup, avec toutes les infos que je vous ai données là juste avant, on va essayer de définir quel est le litrage, du coup, l'environnement idéal pour eux et pour vous. Si vous voulez limiter les pelmatos qui arrivent à l'âge adulte, si vous voulez éviter la surpopulation, le poisson le plus adapté à mettre avec les pelmatos, c'est les poissons de banc de type tétra. Tétra ou autre, hein. J'ai pas tous les noms, les catégories et les familles de poissons de banc, mais vous prenez un tétra, vous voyez la forme, vous voyez l'aérodynamisme du poisson, il vous faut un poisson comme ça, parce que c'est un poisson qui est très vif, qui a un fort instinct de prédation et qui est robuste aussi, et donc c'est un poisson qui va manger les bébés. J'ai vraiment remarqué la différence dans les aquariums où il n'y a pas de poissons de banc de type tétra. J'ai beaucoup plus de petits pelmatos qui arrivent à l'âge adulte versus des aquas où il y en a. Les aquas où il y en a, j'ai très peu de petits qui arrivent à l'âge adulte. Donc si vous voulez limiter la surpopulation, pour moi, il vous faut cette espèce-là, donc des poissons de banc qui ont un corps très fuselé. C'est vraiment très utile. Après, si vous voulez faire un max de ponte et vous voulez avoir un max de pelmatos, bah, vous pouvez avoir un couple en spécifique dans 100 litres. Mais alors, vous allez en avoir des bébés, hein. Ouf, des tonnes et des tonnes. Et donc pour moi, si vous voulez avoir donc ces pelmatos en communautaire, il vous faudrait entre 150 et 200 litres minimum. Là, je pense que vous serez bien. C'est-à-dire, vous pouvez avoir n'importe quel autre poisson qui vous intéresse en communautaire avec eux, parce que l'aquarium est suffisamment grand, en fait, pour que pendant la ponte, ils aient leur petit coin tranquille, en fait, si vous voulez. Donc, soit 100 litres
spécifique et vous allez devoir trouver un moyen de gérer les bébés et la surpopulation. Soit vous avez un 200 litres et plus, et là vous pouvez mettre tous les poissons que vous voulez avec eux, qui ne sont pas trop agressifs et qui correspondent aux paramètres. Et gros bonus, si vous rajoutez des poissons de banc, vous aurez moins à gérer la surpopulation grâce à eux. Mais sachez que vous aurez quand même, normalement, des petits qui survivent. Donc si vous voulez quand même voir des petits grandir, avoir un peu de repos chez vous, même si vous avez les meilleurs prédateurs dans l'aqua, avec eux, ils vont réussir, normalement, à protéger quelques petits qui vont ensuite grandir jusqu'à l'âge adulte. Donc si à contrario, vous voulez favoriser les pontes, parce que c'est vraiment votre objectif, je vous conseille fortement les amphores et les demi-noix de coco. Alors ça, ils adorent, vraiment, ils adorent pondre là-dedans. Et j'ai une théorie selon laquelle, si vous mettez ça, vous allez avoir plus de pontes que si vous en mettez pas. Parce que ça les stimule en fait, ils voient ça, ils se disent « Oh oui, je veux trop pondre là-dedans », genre vraiment. Depuis que j'ai mis les amphores dans mes aquas, j'ai des pontes non-stop. Alors qu'avant, j'en avais régulièrement des pontes, mais pas tout le temps, vous voyez. Donc je pense que c'est un point que vous pouvez garder en tête si vous voulez beaucoup de pontes. Mettez amphores, mettez demi-noix de coco. Si vous voulez pas trop de pontes justement pour éviter la surpopulation, évitez d'en mettre. Ils trouveront quand même un moyen de pondre, ne vous inquiétez pas, vous aurez quand même des pontes si vous voulez en observer. Ils pondront soit direct sur le sable, soit sous une roche, sous une pierre, ils pondront dans un buisson, genre vraiment ils peuvent pondre n'importe où. Mais ça les intéresse un peu moins, ça les stimule moins quand il n'y a pas les amphores et tout. Voilà, c'est un point à garder en tête. D'ailleurs, qui dit ponte, dit chercher un lieu de ponte, dit creuser. Donc attention, les pelmatos creusent. Donc si vous avez un aquascape très beau et tout, si vous avez délimité des zones, par exemple avec un certain type de sol à un endroit, un autre type de sol à un autre endroit, ils vont creuser. Ils vont creuser partout. Alors, ils ne vont pas jusqu'à vous déraciner les plantes. Hein. Je pense qu'ils vont jamais vous déraciner les plantes ou très rarement que si elles sont plantées vraiment très en surface en fait. Ils peuvent en grattant un peu les sortir, mais ils vont pas vous faire des cratères dans l'aqua non plus. Hein. Mais par exemple, moi j'avais montré dans une de mes vidéos, j'avais fait un petit sol avec des galets. Donc il y avait des galets posés sur le sable. Bien sûr, vu qu'ils ont gratté partout dans le sable à côté, les galets ont été entièrement recouverts de sable. Vous voyez, c'est un exemple. Ils vont vous tchaoupiner le sol. Il faut garder ça en tête si vous faites un très joli scape avec du sable et un truc joli. Le truc joli va se faire recouvrir de sable, c'est quasi sûr à 100%. Donc voilà, je pense que je vous ai expliqué tout ce que je sais des pelmatos. J'ai peut-être oublié des trucs, mais je ferai peut-être d'autres vidéos les concernant plus tard. Pour moi, c'est le meilleur cyclidé pour les débutants parce que vraiment, ils sont très tolérants et très robustes. Donc moi, je trouve que c'est beaucoup plus adapté à un débutant. Pour moi, un poisson pour débutant, c'est un poisson qui doit être robuste en fait. Parce qu'au début, on fait des erreurs, que ce soit sur le cyclage de l'aqua, sur les paramètres, sur j'en sais rien moi. Il y a plein de choses en fait qu'on peut galérer quand on est débutant. Et il y a des poissons qui ne vous pardonnent aucune erreur en fait, c'est-à-dire ils vont tomber malades, ils vont mourir si vous faites la moindre erreur dans votre eau, dans votre aqua. Les pelmatos, c'est pas le cas. Hein. Ils sont tellement robustes qu'ils sont tolérants à ce niveau-là, donc c'est pour ça que pour moi, ils sont plus adaptés aux débutants que les autres cyclidés nains amazoniens. Et en plus de ça, si vous voulez avoir la joie de voir des pontes, alors là, vous allez être servi. Hein. Je vous répète, c'est pire que des guppies. Et donc, ça peut être un point positif si vous voulez voir des pontes et ça peut être un point noir si vous voulez éviter la surpopulation. Donc ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment souligner. Attention, ils sont tellement prolifiques que vous allez avoir des petits et des adultes à gérer. Voilà, hein, je vous mets en garde là-dessus. Hein. C'est le seul point négatif des pelmatos, hein, finalement. C'est le risque de surpopulation parce qu'ils sont tellement de bons parents. Ils pondent tellement souvent et bien en fait. Donc si vous voulez éviter la surpopulation, ajoutez avec eux des poissons de type tétra, des poissons de banc. Et évitez de mettre des amphores, des demi-noix de coco. Et si au contraire vous voulez favoriser les pontes, eh bien vous les mettez en spécifique dans 100 litres ou plus. Et vous mettez des amphores et des demi-noix de coco. Et outre tous les points que je vous ai évoqués, moi je trouve que c'est des poissons géniaux parce qu'ils sont magnifiques. Ils ont un caractère un peu goofy en fait, enfin, ils sont chill. En fait, ils ont un caractère de force tranquille si vous voulez, c'est-à-dire qu'ils cohabitent avec tout le monde, mais en même temps, ils se laissent pas faire. Et entre eux, ils peuvent avoir beaucoup de caractère, ils peuvent se poursuivre et tout entre eux, mais ils laissent les autres poissons tranquilles en fait. Vous voyez, moi j'aime beaucoup leur caractère. Et alors quand ils se trémoussent l'un face à l'autre, quand ils sont sur le point de pondre, mais c'est hilarant en fait, vraiment, on dirait qu'ils ont des crises d'épilepsie. Ils se mettent l'un devant l'autre et ils vibrent. Et c'est trop rigolo à observer et je n'ai jamais vu ce comportement-là chez les cyclidés nains amazoniens. Pourtant, j'ai eu des pontes chez les cyclidés nains amazoniens, donc notamment des pontes de ramirezi et des pontes de cacachoïdes. Et en fait, ils font leur business. La femelle, elle pond dans un coin, le mâle, il vient, il féconde, et après, le mâle casse-toi. Dans le cas du cacatois,
Le mâle il s'est barré après, il s'est même pas occupé des bébés. Et dans le cas du Ramirezi, ils sont occupés ensemble des bébés, mais ils n'étaient pas très en phase. Des fois, le mâle, il était un peu énervé contre la femelle ou inversement. Il n'y avait pas cette fusion, en fait, ce côté très fusionnel qu'ont les deux partenaires qu'on peut retrouver chez les palmatos. Vraiment, c'est génial à observer. Hein. C'est génial à observer. C'est des poissons qui ont une multitude, en fait, d'émotions. En fait, quand vous les observez bien pendant longtemps, vous allez voir toutes les émotions, en fait, qu'ils ont. Toutes les phases qu'ils ont, la phase drague, la phase ponte, la phase je suis tranquille, j'embête personne, je fais ma vie, la phase ils essaient de trouver un coin pour pondre, alors du coup ils creusent un peu partout dans l'aqua. Voilà, c'est génial. Je pense que j'ai tout dit, hein. Je pense que j'ai tout dit. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura été utile. J'ai enfin fait une vidéo pour honorer les pelmatos parce que c'est vrai que j'attendais d'avoir toutes les informations que je puisse accumuler par mon expérience en fait, et là en ayant eu tellement de pelmatos là, ces derniers mois j'ai fait plein de vidéos mais que sur les pelmatos, je pense que je suis bien placée pour parler d'eux, hein, vous voyez. Je vous souhaite une agréable journée et à la prochaine pour d'autres vidéos.